Bienvenue sur People Place, le podcast qui brise les barrières pour parler franchement des vrais enjeux RH. Je suis Maude, experte en ressources humaines depuis plus de 10 ans et aujourd'hui cofondatrice du Temple RH, une académie qui vous forme à vos défis d'aujourd'hui et de demain. Je suis ravie de co-animer ce podcast avec Marine, avocate en droit du travail et cofondatrice de l'offre de services juridiques RH Canoun by Legal Place. Attendez-vous à des conversations passionnantes sur des sujets délicats, abordés sans tabou. On vous dit tout haut ce que peu osent exprimer, même tout bas. Ce podcast est aussi votre espace pour découvrir plein de bonnes pratiques indispensables qui feront de vous un professionnel RH en pleine maîtrise. Chaque épisode vous permet de découvrir des invités experts de leur sujet, de s'inspirer de leur propre retour d'expérience et de bénéficier de leurs conseils pratiques. Et ce n'est pas tout. Nous abordons les enjeux des RH avec un angle juridique, essentiel pour parfaire votre approche des ressources humaines. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun de nos épisodes audio et vidéo pour rester connecté et vous inspirer. People Place, c'est le podcast des professionnels RH qui relèvent les défis du monde du travail d'aujourd'hui et de demain. C'est parti. Fin octobre, Emmanuel Macron a parlé donc de la langue française, notamment de l'écriture inclusive, en disant qu'il ne faut pas céder aux airs du temps, qu'il faut garder les fondements, les socles de sa grammaire, la force de la synthèse de l'écriture française. Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'y ajouter des points au milieu des mots ou des tirets ou des choses pour la rendre une style. L'écriture inclusive tiraille le débat aujourd'hui en France et devient un sujet politique. Euh, Toi, Alicia, comment tu as pris cette nouvelle? La déclaration d'Emmanuel Macron, je l'ai pas très bien vécue, tout comme toutes les personnes qui, comme moi, défendent la pratique d'un langage inclusif en français. J'ai d'ailleurs co-signé une tribune dans Le Monde avec plus de 150 féministes, hommes et femmes, qui étaient très surpris en fait de cette déclaration, qui pose problème pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça nie complètement l'existence de travaux scientifiques qui, depuis des décennies, démontrent que non, le français, enfin le neutre, le masculin n'a pas une valeur de neutre en français. Ce n'est pas vrai de dire ça. En effet, aujourd'hui à l'école, on nous apprend, malheureusement avec cette formulation qui est particulièrement violente quand on y réfléchit, que le masculin l'emporte sur le féminin. Donc on a appris que quand on dit les salariés au masculin, quand on dit les avocats, on est censé parler des hommes et des femmes. Mais la réalité, c'est que ça fait 50 ans que des études scientifiques dans un champ qui s'appelle la psycholinguistique ont démontré que, qu'on le sache ou non, qu'on l'ait appris ou non à l'école, spontanément, quand on va entendre un mot au masculin dans la langue, on va plus volontiers l'associer à des hommes dans les représentations de notre cerveau. Donc dire que le masculin est neutre, en fait, n'est pas vrai quand on s'appuie sur les travaux scientifiques dans psycholinguistique. Et ça, c'est vraiment le premier problème. Le deuxième problème, et c'est particulièrement gênant quand on sait que ce discours a lieu au moment de l'inauguration d'un lieu qui célèbre en fait l'histoire de la langue française, c'est que ça met aussi de côté tous les travaux sur l'histoire de la langue française, et notamment les travaux d'Eliane Viennot, qui est la grande experte en la matière, qui ont démontré qu'aujourd'hui, neutraliser le français, en fait masculiniser le français, n'a pas été fait de manière aléatoire, mais que c'est le produit d'une histoire qu'on juge pas bien ou pas bien, c'est pas ça le sujet, mais que c'est juste le produit de siècles en fait de travail sur la langue, et notamment d'un agenda politique qui était l'agenda de l'Académie française, dont l'objectif était, et des grammairiens qui ont suivi, de rendre moins visibles dans la langue les femmes, notamment dans des métiers prestigieux où on n'avait pas envie en fait qu'elles exercent leur influence, comme les métiers littéraires, comme le fameux nom autrice qui en réalité existe depuis le Moyen-Âge, mais qui a été retiré progressivement de la langue, et notamment dans le premier dictionnaire de l'Académie française, pour rendre moins visible tout simplement le travail des femmes en littérature. Même l'Académie française qualifie l'écriture inclusive comme péril mortel, Ouais. voilà, avec ces nouvelles marques orthographiques qui amènent la langue française vers un apprentissage plus complexe, brouillé à la limite de la lisibilité. Donc en fait, on sent vraiment que l'Académie française n'a pas envie de cette écriture inclusive. Et comme tu me dis très bien, dans l'histoire, et je pense que c'est intéressant qu'on revienne un peu sur déjà, qu'est-ce que c'est aujourd'hui de l'écriture inclusive? Toi, tu vas même plus loin, tu parles de langage inclusif. Et en fait, finalement,
tu disais dans le Moyen-Âge, les termes féminins étaient très bien utilisés. Ouais. C'est finalement avec la création de l'Académie française que les masculins, en règle orthodoxe, remportent sur le féminin. Oui, alors moi, je suis pas une grande fan du travail de l'Académie française, mais on peut pas non plus tout mettre sur son dos. C'est un travail, c'est un phénomène en fait qui s'est étendu dans le temps et sur des siècles. Et c'est pas uniquement les membres de l'Académie française qui avaient cet agenda politique. C'est un climat social, politique, un contexte général qui a accordé plus ou moins de place aux femmes dans l'histoire, souvent de moins en moins, mais avec les phénomènes qu'on connaît d'avancée puis de backlash. Et donc, il y a eu différents moments dans l'histoire où on a plus ou moins facilement rendu visibles les femmes, notamment dans le langage. Oui, il faut vraiment remettre dans le contexte historique. Et moi, j'aimerais bien qu'à l'école, à un moment, au-delà de la dimension purement orthographique et la grammaire sur laquelle on passe énormément de temps, on prenne aussi un peu le temps de remettre justement en contexte l'histoire de la langue. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce que tu dis sur l'Académie française et le péril mortel, il y a un truc qu'on aime bien se raconter en fait en français et en France, c'est la France, c'est le pays de la langue de Molière et on n'a pas envie de toucher à la langue de Molière. Julie Neveu, qui est linguiste, elle dit qu'on vit dans une sorte de mythologie esthétisante du français. On a cette idée que le français, il est sur un piédestal, il est fini, il est parfait comme il est. Il ne faut pas y toucher. Et donc, ce français parfait, ce serait le français de la langue de Molière. Mais en fait, Molière, il parlait pas du tout le français que toi et moi on parle. On serait incapable aujourd'hui de lire Molière dans le texte. C'est un Molière modernisé, il faut pas l'oublier. Mais ça, c'est pas forcément évident, en fait, pour tout le monde. C'est normal. Donc, bon, la langue de Molière, oui, d'accord, mais c'est pas exactement celle qu'on parle. Donc ça, c'est vraiment important de le garder en tête. Et puis, le français est une langue vivante. Le français évolue, en fait. Et c'est bien. On a le collectif des linguistes atterrés qui a récemment publié un tract, donc le tract des linguistes atterrés, qui est revenu sur 10 croyances qu'on a sur la langue française autour de l'écriture inclusive, mais pas que. Et aussi cette idée que les jeunes, en utilisant beaucoup les SMS, WhatsApp, les messageries, dénaturent le français, que l'anglais nous menace. Mais en fait, encore une fois, si on s'en rapporte à la science et à la linguistique, qui est une étude scientifique de la langue, bah, c'est pas le cas en fait. Donc il faut, je pense, se calmer, pour le coup, j'ai envie de dire volontairement, se calmer sur cette idée de péril. Le français va très bien, merci, c'est le nom du tract de ces linguistes. On n'a pas besoin de l'aider, il évolue normalement et tranquillement. Et le langage inclusif, pour revenir à ta dernière question, est une des évolutions de la pratique de la langue française aujourd'hui. Moi, je parle de langage inclusif et non pas d'écriture inclusive pour 2 raisons principales. La première, c'est que quand tu dis écriture, tu te focalises sur une pratique et la pratique écrite. Donc c'est super d'écrire en inclusif, mais moi j'écris et je parle en inclusif. Donc je parle de langage parce que je veux bien mettre en avant la dimension à la fois écrite et orale. L'autre chose, c'est qu'en France notamment, où on a un débat véhément et encore plus véhément que dans la plupart des pays sur ce sujet, il y a une très forte association entre l'idée d'écriture inclusive et un outil qui est le point médian. Donc quand tu veux avoir un débat avec quelqu'un ou que tu veux juste parler de ça et que tu dis écriture inclusive, les personnes en face de toi, parce qu'il y a un gros travail de pédagogie à faire sur ce sujet, souvent ne savent pas en fait de quoi on parle dans la globalité et donc vont focaliser sur le point médian qui est très polémique, qui est très rejeté. On le sait, hein, une très grande majorité des gens rejettent le point médian. Ok, mais du coup, j'essaye de créer moins de résistance et d'employer un vocabulaire qui soit plus large et plus générique pour pas crisper tout de suite mes interlocuteurs et mes interlocutrices sur une expression qui est très liée à ce qui est le plus polémique dans le langage inclusif, qui est un de ces outils parmi plein. C'est vrai qu'on parle beaucoup du comment, avec le point média, et on ne parle pas du pourquoi. Pourquoi c'est important aujourd'hui de pratiquer le langage inclusif. Alors, Ouais. est-ce que tu peux juste nous remettre un peu dans le contexte de l'importance aujourd'hui, Ouais. tu en as un petit peu parlé au début, mais de prendre ce mouvement, je ne sais pas si on peut appeler ça un mouvement, Ouais. ou du langage inclusif. Ouais. Alors, il y a 2 raisons principales. Et il faut peut-être juste définir le langage inclusif en amont pour que ça éclaire les raisons. Donc, pour moi, le langage inclusif, c'est un ensemble d'attention que tu vas porter à la manière dont tu vas désigner les personnes dans la langue, à l'écrit comme à l'oral.
Les personnes, c'est à la fois les femmes, et c'est beaucoup ce dont on parle en France, parce que le français est une langue grammaticalement genrée. C'est difficile. En français, on est obligé de choisir de parler soit au masculin, soit au féminin. Il n'y a pas de neutre comme dans l'anglais, par exemple. Et donc, il y a une partie du langage inclusif en français, et c'est ce dont on parle beaucoup, qui est destinée à rendre visibles les femmes dans la langue. Moi, j'ai une définition du langage inclusif qui est plus large que ça, qui est assez inspirée des pratiques anglo-saxonnes, où c'est également porter une attention spécifique aux mots qui désignent les personnes minorisées, les personnes discriminées. Donc, c'est pas uniquement les discriminations et les stéréotypes de genre, ça va au-delà. Comment est-ce qu'on parle des personnes racisées, comment est-ce qu'on parle des personnes handicapées, en utilisant un vocabulaire qui soit précis, adapté et qui soit aligné avec les pratiques des personnes concernées. Donc là, on se focalise beaucoup sur la question du genre, et c'est normal parce que c'est celle qui interroge le plus, mais je pense que c'est important de savoir que ça va au-delà de ça. Et donc, si on regarde sur la question du genre, pourquoi c'est important ? La première raison, et je vais revenir à la science, c'est pas une question idéologique, c'est une question scientifique. Ça fait près de 50 ans que donc la psycholinguistique, qui a un champ qui étudie entre autres choses ce que les mots ont comme impact sur notre représentation du monde, ont démontré par A plus B de manière très consensuelle, et c'est suffisamment rare pour être noté, que quand on dit le masculin dans la langue, ça va avoir tendance à déclencher des représentations masculines dans ta tête. Je vais vous donner un exemple très concret. Si tu prends 3 groupes de personnes, tu vas poser la même question à ces 3 groupes de personnes, mais avec une formulation légèrement différente. Le premier groupe, tu vas lui dire « Cite-moi 2 écrivains célèbres ». Donc ça, c'est censé être le français, le fameux masculin à valeur de neutre. Moi, je suis censée pouvoir me dire « Oui, c'est des hommes, des femmes, des écrivains, des écrivaines », puisqu'en français, le masculin est neutre. Très bien. Deuxième groupe de personnes, tu vas dire « Cite-moi 2 personnes célèbres pour leurs écrits ». C'est une formulation qu'on appelle épicène, parce qu'une personne célèbre, ça peut être aussi bien un homme qu'une femme. Troisième groupe, tu vas leur demander « Cite-moi 2 écrivains ou écrivaines célèbres ». Donc là, tu vas utiliser une formulation inclusive, c'est la méthode qu'on appelle des doublets, tu vas dire les deux, tu vas énumérer le masculin et le féminin. Si le masculin vaut neutre, en fait, on devrait avoir le même nombre de noms de femmes citées dans le premier groupe que dans le deuxième. Attention, spoiler alerte, c'est pas le cas. Il y a une différence sur tous les métiers, parce qu'on n'a pas testé qu'écrivain ou écrivaine, on a testé plein de métiers dans lesquels il y a des personnalités publiques connues, donc des sportifs et des sportives, chanteurs ou chanteuses, c'est la même chose. Si je te dis, cite-moi 2 chanteurs célèbres ou 2 chanteurs et chanteuses célèbres, tu vas me dire en moyenne 3 fois plus de noms de femmes quand je dis chanteur ou chanteuse que quand je dis juste chanteur. Et peu importe en fait qu'on connaisse beaucoup d'écrivaines ou pas, et en effet il y a moins d'écrivaines connues que d'écrivains connus aujourd'hui en France, même si évidemment les écarts se réduisent et c'est très bien. Le fait est que quand je te dis les chanteurs sont descendus de scène et la violoniste avait besoin d'un parapluie parce qu'il pleuvait, ton cerveau va se dire c'est bizarre, tu m'as parlé des chanteurs ou des musiciens, puis après tu me parles d'une violoniste. Il y a une incohérence en fait. Et en vrai c'est très logique. Donc ça, c'est un vrai sujet de représentation. Dire le féminin convoque des représentations féminines. Et ça, c'était une étude américaine ou C'est pas une étude, c'est 350 études depuis 50 ans. C'est plus de 500 scientifiques, des linguistes, dans plus de... Alors, il y a plus de 40 langues qui ont été étudiées, mais c'est souvent une dizaine de langues, dont le français. Et pas que le français pratiqué en France aussi, le français de la francophonie. Donc c'est vraiment important, c'est pas une étude. Et c'est pas une étude américaine le prouve, comme on le dit souvent. C'est vraiment un consensus scientifique. Et quand les gens te disent, parce que c'est arrivé qu'on me le dise, mais c'est une étude qui a démontré que c'est faux, c'est comme si tu disais, oui, mais le GIEC. Si tu penses que le GIEC, c'est pas un consensus scientifique solide, alors je ne peux rien pour toi. Et en effet, les 500 études ou 300 études que je cite ne te convaincront pas. Mais c'est vraiment un consensus scientifique solide, donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Et juste peut-être la deuxième raison, à laquelle on pense moins, mais qui est aussi importante, c'est la raison le fait de parler de manière précise et de lever les ambiguïtés de sens. Si je te dis la phrase, le directeur s'est adressé aux étudiants sur un ton amical, qui est l'exemple que je prends toujours. Le directeur, a priori, c'est un singulier, on imagine que c'est un homme, bon, voilà. Mais il s'adressait aux étudiants. C'est qui les étudiants? Est-ce que c'est que des hommes? Est-ce que c'est des hommes et des femmes parce que ce masculin serait neutre? Si tu n'as pas de contexte, ce qui est rare, évidemment, heureusement, on a souvent du contexte pour comprendre le sens, mais si tu n'as pas de contexte, tu ne sais pas, en fait. Donc, le fait d'utiliser un langage inclusif, c'est aussi simplement une manière d'utiliser un langage plus précis, avec moins d'ambiguïté et de t'assurer de la bonne compréhension en fait que tu vas chez les personnes à qui tu t'adresses. Quand aujourd'hui on a des titres de journaux dans les médias qui parlent de harcèlement,
de violences sexuelles et qu'on dit les victimes, c'est un mot épicène, donc on peut parler des hommes comme des femmes, mais qu'on parle de harcèlement des adolescents seulement, sans dire adolescents et adolescentes, je trouve qu'il y a, alors c'est pas une fake news, mais il y a une forte imprécision en fait dans le message qui est transmis, parce que il y a plein d'adolescentes et d'adolescents aussi, bien sûr, qui sont victimes de harcèlement, mais si tu dis pas les deux, je trouve que tu portes un message qui est biaisé, qui n'est pas parfaitement compréhensible pour moi. Donc, il y a beaucoup en fait de débats sur le langage inclusif et aussi même sur l'écriture inclusive, et notamment plusieurs arguments contre le langage et l'écriture inclusive, dont un qui est: on n'a pas besoin de modifier la grammaire et la morphologie des mots pour rendre compte de la place des femmes dans la société. La langue française a assez de ressources pour traduire ce texte. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Alors, je ne suis pas contre l'idée que la langue française a assez de ressources pour traduire cette réalité. La question est, est-ce que les gens utilisent ces ressources pour traduire cette réalité? Ils les connaissent, oui. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est le fait que le langage inclusif et le français inclusif, c'est pas un français différent du français qu'on parle, en fait. Et depuis tout à l'heure, je parle et j'ai pas utilisé de mots nouveaux, j'ai pas utilisé de formulation ou de manière de m'exprimer qui était différente ou nouvelle. Vous n'avez rien à apprendre si vous voulez parler en inclusif. Vous savez déjà tout, en fait. Vous avez toutes les méthodes, parce que les méthodes du langage inclusif, ça va être, par exemple, l'énumération, je l'ai cité tout à l'heure, et c'est ce que font tous les présidents de la République, y compris Emmanuel Macron, en entrée de discours, de dire française, française. C'est une pratique inclusive. Donc, on peut ne pas vouloir le nommer comme ça, mais c'est ce que c'est. Le fait de dire le personnel soignant plutôt que les infirmières et les docteurs, comme c'est fait très fréquemment dans les médias, ça n'a rien de nouveau. En fait, toutes les méthodes, on les a et on les utilise déjà. Donc oui, je suis d'accord, le français est très bien équipé. Maintenant, comme je l'ai montré tout à l'heure avec l'exemple de l'étude qui a démontré l'impact sur nos représentations de l'utilisation d'un langage inclusif, ce qu'il faut, c'est avoir l'intention de représenter les femmes dans nos discours. Et ce que je trouve intéressant là, c'est que ça met aussi le doigt sur probablement une des raisons profondes pour lesquelles le débat est si véhément, politiquement situé aussi dans le débat, c'est qu'au fond de tout ça, il y a probablement une forme de misogynie aussi, de se dire, mais oui, non, mais c'est bon, le français... dans ce cas-là, si tu as vraiment l'intention de représenter tout le monde, de représenter les femmes avec les outils du français qui sont à ta disposition, fais-le. Vraiment. Donc, je suis à moitié d'accord avec ça, mais la question, c'est vraiment l'intention que tu as derrière. Il y a un autre reproche qui est fait sur la terminologie même d'écriture ou de langage inclusif. Ouais. C'est que certains disent que c'est assez paradoxal de parler de caractère inclusif à partir du moment où ça exclut justement un certain nombre de personnes, et notamment il y a deux types de populations qui peuvent se sentir exclues de l'écriture inclusive. Ce sont les enfants, sur l'éducation, sur leur capacité à apprendre à lire, à écrire, où il y a quand même besoin d'une forme de pédagogie et donc de simplicité, et les handicapés, pour lesquels ce serait plus difficile de rentrer dans ce langage qui requiert parfois une forme de complexité. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, alors, le français inclusif n'est pas plus complexe que le français. Il faut faire attention à distinguer bien deux choses, qui est un des outils du langage inclusif, qui est le point médian. Donc c'est ce point qui est pas un point final, qui est un tout petit peu au-dessus de la ligne sur laquelle tu écris, et qui permet uniquement à l'écrit de faire des abréviations. C'est la seule fonction du point médian. C'est exactement comme quand tu écris M point pour monsieur, c'est la même chose. C'est pour ça que je dis que c'est pas nouveau en fait. On fait déjà des abréviations. Mais donc tout l'argumentaire qui consiste à dire que le langage inclusif est complexe et du coup exclut des personnes qui ont déjà des difficultés d'accès à la langue, ne se fonde que sur l'utilisation du point médian. Mais on peut écrire et s'exprimer en inclusif sans jamais l'utiliser. Il y a des livres de centaines de pages écrits en inclusif sans aucun point médian. Donc, il faut faire attention à distinguer les deux. Donc, la première chose, c'est pour les personnes qui auraient des difficultés d'accès à la langue ou qui ont des difficultés d'accès à la langue, choisissons les méthodes du français inclusif qui ne sont pas le point médian. Et à ce moment-là, c'est du français. Donc, on peut estimer, et on aurait raison, que le français est une langue complexe, mais ça, c'est pas moi qui vais, de mon côté, le résoudre. Maintenant, si on veut parler vraiment du point médian lui-même pour ces populations, on parle souvent des personnes 10, et les troubles 10, c'est un spectre aussi, donc il y a plein de formes de dyslexie, dyspraxie, etc., très différentes, et tout le monde n'a pas les mêmes besoins et les mêmes difficultés. On parle des personnes étrangères qui essayent d'apprendre le français, on parle des enfants.
Ça tombe bien parce que moi, des enfants, j'en ai 3. Ils sont scolarisés en maternelle et en élémentaire. Je leur parle et je leur écris en inclusif. Et j'écris en inclusif, mais je parle surtout en inclusif avec eux depuis des années. Et souvent, je les prends comme testeurs et je leur demande, et c'est 3 garçons, et je mesure en fait l'impact que ça a sur eux et la difficulté aussi dans laquelle ça les met en fonction de leur âge. Et en gros, l'observation principale, c'est que c'est très mimétique et c'est très naturel en fait pour eux de parler en français inclusif en disant le féminin et le masculin. Et encore hier soir à table, mon fils en fait spontanément disait des noms de métiers en disant le ou la. Et ça, c'est très spontané. Hein, voilà, maintenant il a eu 7 ans et il le fait tout seul. En revanche, quand tu avances dans ton apprentissage, la question n'est pas uniquement celle de la difficulté, c'est celle du conflit d'autorité entre la maîtresse ou le maître qui te dit en français c'est comme ça, et à la maison ta mère qui te dit oui mais tu peux faire différemment. Et ça c'est un conflit d'autorité qu'on retrouve pas que chez les enfants, hein. C'est le cas après quand tu pratiques en tant qu'adulte, tu as les règles du Becherel qui te disent le masculin l'emporte, et il y a ta volonté à toi d'avoir une langue plus inclusive. Donc c'est pas toujours évident de réconcilier ça, mais on pourra en reparler. Et donc sur les personnes dyslexiques, donc sur les enfants, moi je pense que c'est un faux sujet. Le sujet c'est la complexité de l'apprentissage du français de manière générale, et que c'est ce même sujet, la complexité de l'apprentissage du français, qui est une langue fondamentalement complexe et illogique, aussi pour les personnes étrangères et aussi pour les personnes 10. Les personnes 10, il faut savoir que, encore une fois c'est un spectre, on a la Fédération française des 10 qui regroupe des associations de personnes 10, qui a publié un avis en août 2020 pour dire on ne peut pas aller à l'encontre du principe du langage inclusif, parce qu'on ne peut pas aller à l'encontre de pratiques qui veulent visibiliser les femmes et travailler pour l'égalité de genre. En revanche, on recommande de retarder autant que possible l'apprentissage et l'enseignement, notamment du point médian, aux élèves ou aux personnes qui sont plus avancées dans leur parcours. Et même ça, encore une fois, on n'est même pas obligé d'utiliser. Donc, c'est là que je pense qu'il faut faire très attention à savoir bien définir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du point médian ou est-ce qu'on parle de tout le langage inclusif? Et de ne pas instrumentaliser en fait des personnes qui ont des difficultés d'accès à la langue, comme les personnes 10, comme les personnes étrangères ou éventuellement les enfants, parce que les personnes 10 et qu'on exclurait avec le langage inclusif, il y a plein de choses qu'on pourrait faire très concrètement pour les aider à avoir un meilleur accès au français, comme par exemple une réforme de l'orthographe, qu'on demande à corps et à cri, mais qu'à chaque fois qu'elle est proposée, est rejetée. Donc, il faut faire attention à l'instrumentalisation et l'hypocrisie qu'il peut y avoir aussi parfois à dire « Ah oui, non, mais attention, les personnes 10, on les oublie », mais en fait, on les oublie de toute façon depuis des décennies, et c'est un petit peu, parfois, je pense, hypocrite de vouloir manipuler cet argument dans ce sens-là. Mais c'est une réalité aujourd'hui, les personnes 10 se disent en difficulté avec le langage inclusif. Justement, là où on a plein d'études scientifiques qui démontrent l'impact du langage inclusif sur les représentations, on manque en fait de données scientifiques pour mesurer concrètement l'impact du point médian, et je ne vais pas dire de langage inclusif, mais l'impact du point médian pour ces personnes. Moi, je serais très heureuse qu'on mène des tests en fait, qu'on mette des budgets sur la table pour mesurer ça. Les personnes 10, encore une fois, c'est un spectre, donc il y a certaines personnes qui vont avoir des problèmes avec la ponctuation, d'autres avec la police de caractère, et il y a même donc Pascal Gigax et Sandrine Zufferer qui ont coécrit ce livre qui s'appelle Le cerveau pense-t-il au masculin, qui revient sur justement toutes ces études scientifiques, qui ont écrit un article pour poser l'hypothèse que peut-être même dans certains cas de dyslexie, le point médian pourrait aider à la lecture parce qu'il marque justement une différenciation dans le mot, une rupture dans le mot entre le masculin et le féminin. Donc en fait, c'est pas du tout aussi évident de mesurer scientifiquement l'impact en fait de ce point médian sur les personnes 10. Et encore une fois, mais très bien, utilisons pas le point médian. Moi, je parle et j'écris en inclusif tout le temps. Le point médian, j'utilise très peu en fait. On n'est jamais obligé d'utiliser le point médian pour s'exprimer en inclusif. Je ne le répéterai jamais assez. Il y a aussi d'autres arguments, comme par exemple, voilà, l'écriture inclusive, mais le fait d'être sexy, c'est vrai que potentiellement pour avoir des difficultés à dire, utiliser les travailleurs, les travailleuses, ou à l'écrit aussi, notamment dans les offres d'emploi. C'est toujours compliqué quand en effet, on a des caractères limités, notamment pour les titres. Et donc, de se retrouver dans les complexités, voilà, au niveau organisation, on va dire. Qu'est-ce que tu réponds? Alors, il y a deux choses. Il y a la question de l'oralisation, c'est-à-dire, je vois quelque chose écrit avec un point médian, comment je l'oralise?
encore une fois, le point médian, c'est un outil qui permet de faire des abréviations à l'écrit. Donc, de la même manière que tu as l'habitude de lire, et c'est toujours le même exemple, mais je pense qu'il est très pertinent, M. Dupont, une adresse, en fait, qui commence par M. Dupont, etc., tu sais, en fait, par convention, que ce M. veut dire monsieur. La convention qu'est le point médian pour créer, en fait, une concaténation du masculin et du féminin, elle est aujourd'hui en train de se répandre, et elle est de plus en plus connue. Et à l'oral, tu vas simplement doubler. De la même manière que tu sais que M. c'est monsieur, bah, tu sais en fait que comme c'est une abréviation du masculin et du féminin, si tu vois un mot avec un point médian dessus, comme étudiant avec un point médian et un E, bah, tu vas dire les étudiants et les étudiantes ou les étudiantes en fait. À l'oral, tu doubles. Voilà, c'est un peu plus long, c'est vrai, mais c'est tout l'objectif de rendre visibles les femmes. Donc ça, c'est sur la partie oralisation. Sur la partie, ça rend la chose plus complexe, on a des problèmes d'espace. Et bah, typiquement, en fait, le point médian sert à faire des abréviations quand tu as ce genre de problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur X, où tu as un nombre de caractères plus ou moins limité, bah, c'est justement quand tu as un nombre de caractères limité où tu n'as peut-être pas envie d'écrire les travailleurs et les travailleuses parce que tu n'as pas assez de place, c'est à ça que ça sert, en fait. Ça sert spécifiquement à faire à l'écrit une abréviation pour gagner de l'espace. Après, tu peux tout à fait ne pas vouloir utiliser cette méthode parce que justement, tu vas te dire oui, mais c'est pas forcément très lisible, tout le monde ne va pas savoir le comprendre. Fair enough, dans ce cas-là, tu peux en trouver d'autres. Mais il y a beaucoup de contre-arguments aussi. Donc, nous, dans le métier de RH, par exemple, développeurs, développeuses, c'est vrai qu'après, il y a des référencements au niveau de ton offre sur les moteurs de recherche. Et donc, finalement, le point médian aujourd'hui n'est pas pris comme tel sur les moteurs de recherche. Et donc, se disent, bon, bah, je vais plutôt mettre les développeurs ou les développeuses, mais finalement, ça discrimine l'un ou l'autre. Et donc, sur des aspects plus techniques, c'est compliqué. Oui, alors, je pense qu'on se cache un peu derrière notre petit doigt, franchement. Comme le dit Eliane Viennot, on a envoyé des hommes sur la Lune, et en l'occurrence vraiment des hommes. Il y a plusieurs décennies déjà, je pense qu'on peut réussir à gérer des problèmes de référencement. Donc, c'est vrai ce que tu dis, et je comprends que ce soit une appréhension, tout à fait, et c'est une appréhension légitime. Mais on trouve toujours de nouvelles raisons pour ne pas faire. Donc concrètement, comment on fait ? D'abord, une offre d'emploi, c'est pas juste un titre. En effet, c'est un titre et c'est important le titre pour le référencement et on va y arriver, mais c'est pas juste un titre. Donc déjà, ton titre, tu peux l'aménager de différentes manières en fonction de l'espace que tu as, en fonction des plateformes. Il y a des plateformes qui te laissent plus ou moins d'espace. Il y a ton propre site sur lequel tu as peut-être plus de marge de manœuvre que les job boards où tu vas avoir moins d'espace. Donc là, tu peux déjà aménager. Tu peux mettre donc, en fonction des titres, des noms de métiers, tu vas pas les gérer pareil parce que tu vas avoir des noms de métiers, par exemple développeur, exactement. Donc déjà, tu peux avoir ton titre, si éventuellement tu n'as pas de place, parce que font beaucoup, c'est mettre développeur, entre parenthèses, homme-femme, c'est mieux que rien, c'est pas terrible, mais c'est mieux que rien. Par contre, après, tu as tout ton texte. Et ce que je veux dire, c'est que le titre, c'est un truc, mais la personne, je pense pas qu'une femme, par exemple, qui verrait développeur homme-femme, serait arrêtée au niveau du clic sur le titre de l'annonce. En revanche, si après, dans ton texte d'annonce, tu ne parles que de développeur tout le temps, tu n'as peut-être pas mis un paragraphe sur la politique d'IA de ton entreprise ou de dire nous avons envie de renforcer la mixité dans le métier de développeur, nous regarderons avec attention tous les CV, que vous soyez développeur ou développeuse. En fait, c'est là aussi que tu vas renforcer la susceptibilité des femmes à cliquer et à postuler, parce qu'au-delà du titre, bah, tu vas regarder ce qu'il y a dans le texte, en fait. Et c'est pareil, tu vas peut-être aller regarder sur le site internet de l'entreprise. Et là, sur le site internet de l'entreprise, est-ce que tu vas avoir des photos où il n'y a que des hommes qui sont développeurs ou est-ce que tu vas avoir des images qui représentent aussi une diversité dans les profils ? Est-ce que tu vas avoir une page qui te dit, voilà, nos engagements pour l'égalité femmes-hommes ? Est-ce que tu vas avoir des leaders qui sont que des femmes ou que des hommes ? Donc, oui, c'est un sujet, mais il faut avoir une approche holistique du recrutement et de la volonté d'avoir de la mixité et de la diversité dans ton recrutement. Et ne pas se dire, ouais, mais comme j'ai pas pu mettre un point médian dans mon titre, du coup, je vais rien mettre après, quoi. Donc, c'est ça que je veux dire. Après, sur la question spécifique du référencement, je travaillais chez Google pendant 10 ans, donc on avait fait on s'était intéressé au sujet, voilà. Et il y a un épisode d'un podcast qui s'appelle Search On, je crois, mais je crois que c'est pas le titre. Mais vous pourrez retrouver un podcast sur le moteur de recherche et sur le langage inclusif dans le moteur de recherche. On pourra donner on pourra mettre dans la description. Où on a des experts, en l'occurrence un expert qui s'exprime au micro et qui dit l'algorithme. Alors évidemment, c'est normal de vouloir faire plaisir à l'algorithme, même si on ne sait pas tout de comment fonctionne l'algorithme d'ailleurs. Mais en fait, moi, je ne sais rien vraiment, et encore moins que plein d'autres.
mais c'est à l'algorithme de s'adapter aux usages. Donc en fait, écrire pour l'algorithme, on le fait parce qu'on a envie de maximiser ses chances d'être trouvé, mais en fait, plus on aura de recruteurs et de recruteuses qui vont aussi faire le choix d'avoir des noms et des textes d'offres d'emploi qui sont inclusifs, parfois, oui, avec développeurs et développeuses, parfois, oui, avec développeuses, pourquoi pas, eh bien, plus l'algorithme va comprendre, en fait, quels sont les usages et va faire remonter de manière pertinente les résultats. Donc, on est dans une phase de transition où il faut faire des choix. On ne peut pas toujours faire tout ce qu'on veut, mais je pense que vraiment garder à la fois cette idée d'avoir une approche holistique de l'utilisation du français inclusif dans tous tes outils de communication, de ton titre à ta description, à ton site, etc. Et de dire que oui, il y a des moments où je vais prendre le risque de peut-être avoir un référencement un peu moins bon pour l'instant, mais je travaille pour le futur, sont, à mon avis, des approches très concrètes pour les professionnels des RH. Comme tu l'as très bien dit, de toute façon, la marque employeur, ce n'est pas qu'une offre d'emploi. Et il faut vraiment aller travailler aussi les autres éléments, site internet, photos, blog, posts, c'est clair. Et donc, dans ce cadre-là, quels sont un petit peu pour toi des conseils que tu as envie de donner là aux auditeurs et aux auditrices du podcast qui nous écoutent, population RH, qui a envie, en tout cas, tu vois, de prendre ce sujet en main et qui ont envie de se lancer dans le langage inclusif? Alors moi je pense d'emblée à trois choses qui sont la question de l'émotion, de l'adaptation et de l'intention. La première chose sur l'émotion, c'est dans votre pratique à vous, en tant que RH ou d'ailleurs dans votre pratique personnelle, faites-vous confiance. Parce que comme je l'ai dit, vous n'avez rien à apprendre. Vous avez déjà tous les outils, vous n'avez pas de compétences en plus à acquérir pour vous exprimer en inclusif. J'ai dit le point médian, on n'est pas obligé d'utiliser, mais si vous l'utilisez, c'est une manière de faire des abréviations comme vous le savez déjà. Les développeurs et les développeuses à l'oral, vous savez déjà le faire. Utiliser des mots épicènes, c'est-à-dire qui ne varient pas en genre, comme artiste, philosophe, ou les mots anglais comme manager, vous savez déjà le faire. Donc, il n'y a rien, très peu de choses nouvelles dans les pratiques du langage inclusif. Et je dis faites-vous confiance parce que j'ai interrogé des centaines de personnes que j'ai formées à la question de la pratique du langage inclusif et j'ai identifié en fait le principal frein à la pratique, c'est la peur. C'est la peur de mal faire, c'est la peur d'être jugée comme la féministe de service, c'est la peur en fait qui est vraiment le principal frein à la pratique. Et donc se faire confiance en se disant en fait j'ai déjà toutes les compétences nécessaires, pour moi c'est vraiment le premier pas vers une pratique concrète. La deuxième chose, c'est l'adaptation. On l'a dit, il y a plein de méthodes différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction du contexte dans lequel je me trouve, je vais pouvoir choisir des outils plus ou moins visibles. Si en tant qu'RH, vous êtes dans une boîte où le sujet de l'écriture inclusive, et je dis volontairement écriture inclusive parce que c'est le terme le plus polémique, vous savez que ça va créer des vagues, et ben vous pouvez aussi adapter dans votre pratique en choisissant les méthodes les moins visibles. Parce que si vous commencez vos emails en disant bonjour à toutes et à tous, vous faites de l'inclusif. Mais quel chef va venir vous voir en disant tu ne vas pas faire d'inclusif en disant bonjour à toutes et à tous? Ça me semble assez peu probable. Donc vous pouvez adapter, on peut toujours adapter sa pratique en fonction de son contexte. Et s'il y a des contextes plus rétifs, des entreprises où la culture n'accueille pas en fait ce genre de pratique, on choisit les méthodes les moins visibles. Si au contraire, on travaille dans une entreprise qui a des engagements forts aussi, des engagements affichés sur les questions d'égalité, notamment hommes-femmes, eh bien dans ces cas-là, on devrait se sentir à l'aise d'utiliser peut-être le point médian, voire des néologismes, qui sont les méthodes les plus visibles pour justement rendre visibles les femmes. Donc, en fait, il faut avoir conscience de la grande capacité d'adaptation du français inclusif à tous les contextes. Là, tu as quelques méthodes à partager, alors c'est des vision points de se lancer dans l'écriture inclusive? Je disais, si on veut donner des noms aux méthodes, la première chose, c'est de féminiser les noms de métiers. Donc, quand on parle de femmes, de personnes qui s'identifient comme des femmes, on dit le nom de métier au féminin. Donc, une femme qui écrit un livre est une autrice ou une écrivaine. Une femme qui travaille dans un restaurant est une chef, avec 2 F et un E à la fin. Une femme qui travaille dans le droit est une avocate, etc., etc. Donc, féminiser les noms de métiers, c'est important. Et c'est la première convention du langage inclusif. La deuxième, c'est on évite ce qu'on appelle le masculin générique, donc ce fameux masculin neutre dont a parlé le président. Et pour ça, on a différentes options. L'option d'utiliser le point médian,
mais qu'on peut ne jamais utiliser. L'option d'utiliser donc l'énumération ou le doublet, donc de dire le féminin et le masculin, les développeurs et les développeuses, etc. L'option d'avoir des termes englobants, l'équipe, plutôt que de dire les collaborateurs, vous pouvez toujours dire l'équipe, par exemple. Ou l'option de choisir des mots épicènes, donc typiquement les membres de l'équipe plutôt que les collaborateurs et les collaboratrices. Et il y a une dernière convention qui est de ne pas dire le mot homme avec une majuscule ou sans pour parler de l'humanité, qui est moins pertinente pour les RH, mais qui est la troisième principale convention. Une fois qu'en fait vous avez entendu ça, bah, vous savez à peu près tout. Ensuite, il y a peut-être une dernière chose qui n'est pas vraiment une convention, mais qui est un usage. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent des néologismes, donc qui vont plutôt que d'écrire, par exemple, auditeur.is, qui n'est pas d'ailleurs un usage du point médian que moi je fais, qui vont dire auditoris en un seul mot. On l'entend beaucoup dans les podcasts. C'est un néologisme. Ça veut dire un mot nouveau. Tous les ans, il y a des mots nouveaux qui entrent dans le dictionnaire. On choisit de les utiliser ou pas, en fait. Auditoris. Moi, par exemple, récemment, je me suis dit que j'allais parler du monde agricole en faisant les agriculteuristes. Parce que agriculteurs et agricultrices, ça fait long, en fait. Ça fait beaucoup. Bah ouais, moi, je dis les agriculteuristes maintenant. Je le dis, je force personne à le faire. Je pense que quand je le dis, c'est très compréhensible. Mais c'est une pratique qui est quand même très émergente, très minoritaire et pas du tout obligatoire. Et donc le troisième conseil, c'est d'avoir une intention inclusive. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui ont envie en fait de parler ou d'écrire en inclusif et qui vont en fait écrire leur texte au masculin et après le transformer comme si c'était une traduction. D'ailleurs, on voit dans le moteur de recherche, il y a des gens qui cherchent des convertisseurs écriture inclusive. C'est une manière de faire, mais c'est une manière de faire que je recommande pas nécessairement parce que on va penser mot à mot, on va chercher à transformer le mot agriculteur ou salarié et donc on va souvent aller sur des options qui sont pas forcément les plus fluides. Et je parle pas de lisible, hein, mais des plus fluides en mettant agriculteur, agricultrice, en mettant peut-être des points médians ou des parenthèses. Là où en fait, si on prend du recul et qu'on regarde au niveau de la phrase entière, voire du paragraphe, voire de tout le support, et qu'on l'écrit avec une intention inclusive, en fait, ce qu'on va faire avec le temps, c'est qu'on va simplement formuler différemment. Donc, plutôt que de se dire, j'isole dans la phrase le mot au masculin et j'essaye de le rendre inclusif, faut vraiment regarder la phrase en son entier et se dire, comment est-ce que je vais formuler cette phrase de manière inclusive? Donc, avoir une intention plutôt que d'essayer de faire de la traduction. Ça vous permettra d'avoir des textes qui sont beaucoup plus lisibles, lisibles vraiment dans le sens de beaucoup plus fluides. Et moi, je l'ai observé dans ma pratique, ça me permet en fait d'avoir une créativité littéraire, si on veut, meilleure qu'auparavant, parce que ça me force aussi à me dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment dire? Est-ce que j'ai vraiment besoin de mentionner en fait le sujet dans la phrase ou pas? Est-ce que je peux pas faire plus court? Est-ce que je peux pas faire plus clair? Est-ce que je peux pas faire plus simple? Et quand on a des enjeux, on a beaucoup de textes, notamment je pense au texte RH par exemple, tu as des contrats de travail, des chartes, des règlements intérieurs, etc., qui sont pas toujours des textes très agréables à lire et d'ailleurs que tout le monde ne lit pas. Ouais, ça résonne beaucoup ce que tu exprimes. Donc nous, c'est vrai que le sujet de féminiser la documentation juridique, c'était absolument essentiel pour nous dès le départ, que nos clients et nos clientes puissent se retrouver, s'identifier à la lecture des documents juridiques. Et pour ça, nous, il y avait deux problématiques distinctes qu'il a fallu qu'on craque. Il y avait la rédaction de documents individuels. Là, c'est essentiel, par exemple, quand on rédige un contrat de travail, évidemment, qu'une femme, à la lecture de son contrat de travail qu'elle est prête à signer, ne trouve pas le salarié. Et ça arrive encore beaucoup. Voilà. Donc, il y a une méthode artisanale qui fonctionne très bien, que j'ai beaucoup utilisée quand j'étais sur un mode d'avocat plus traditionnel, on va dire, c'est d'avoir mes deux modèles, le salarié, la salariée, voilà. Mais après, bon, c'est un peu pénible en termes d'actualisation. Et donc, nous, on a la chance d'avoir un outil tech qui nous a permis d'intégrer, justement, à partir du moment où on rentre le genre, de pouvoir modifier l'intégralité du texte pour le féminiser, voilà. Donc ça, je dirais que c'était pas le plus complexe. Et sur les documents individuels, ça fonctionne super bien. Ou vos deux modèles, ou de la génération automatisée de documents. Donc je dis la salariée, mais encore mieux si on parle de la dirigeante, voilà, ou dans l'entrepreneuse, super important, qu'on puisse aussi sur la base de ce rôle modèle pouvoir se projeter, voilà, en tant que femme. L'autre élément, c'était la rédaction de documents collectifs. T'en as parlé, tout ce qui est de l'ordre de règlement intérieur, des chartes. Et là, évidemment, il peut arriver, et nous on travaille beaucoup sur cette idée de langage juridique clair, de se dire qu'on peut apporter une certaine forme de complexité à la lecture si on multiplie les mots
pour pouvoir parler à l'ensemble des personnes qui composent l'entreprise. Donc c'est vrai que notre méthode, c'est un cheminement, donc on ne cesse d'évoluer. Moi, j'aime cette idée d'intention, parce que l'intention, au fur et à mesure des choses qu'on trouvait complexes, finalement, on finit par trouver des méthodes qui permettent de se dire c'était pas si compliqué, je peux y arriver, et on va aller à l'étape suivante. Et nous, l'étape à laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'au début de tous nos documents à vocation collective, y compris tous nos mémos internes pour nos clients, c'est d'avoir ce petit chapeau introductif nécessaire et bien apparent qui indique que le terme salarié masculin est un terme générique qui inclut l'ensemble des hommes et des femmes qui composent l'entreprise. Voilà, pour bien marquer en amont le fait que tout ce qui sera lu derrière doit amener à considérer que ça inclut les femmes. C'est pas parfait, voilà, c'est un premier pas, mais je pense que cette idée justement d'étape à passer, c'est essentiel avant d'en arriver sur une complexité. C'est comme la montagne, hein. Si on passe pas par un petit refuge intermédiaire avant d'arriver au sommet, et ben finalement on commencera même pas. Voilà. Ouais, je comprends tout à fait la question de la complexité et je pense que il faut se détendre. Enfin, c'est-à-dire que l'important, et moi ce que j'aime notamment avec le point médian, les quelques fois où je le vois, et parce qu'on le voit de plus en plus, notamment dans les campagnes de recrutement, la RATP, la SNCF l'emploie systématiquement en fait aujourd'hui dans la campagne de recrutement, parce que concrètement, il a été mesuré qu'il y avait plus de candidatures de femmes quand c'était le cas que quand c'était pas le cas. Donc voilà, je veux dire, c'est très concret encore une fois. Moi, ce que j'aime bien dans l'utilisation du point médian là, par exemple, c'est que ça signale très concrètement que l'entreprise y a pensé. Et donc, ce que moi j'aime dans ton exemple, même si en effet c'est pas parfait et on préférait que l'intégralité du texte soit écrit en inclusif, mais c'est que tu signales très concrètement que tu y as pensé. Et c'est pour ça que c'est une prise de position, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'approche holistique. C'est pas juste l'intitulé de mon offre d'emploi, c'est tout le reste. Et je pense qu'aujourd'hui, pour attirer des candidats et des candidates, on a besoin d'être très clair sur ces valeurs d'entreprise, et une manière de le faire est d'être très concret sur la valeur égalité femmes-hommes. C'est de signaler qu'on a compris que non, le masculin n'est pas neutre, que oui, on fait des efforts et on est sur ce chemin, que non, c'est peut-être pas parfait, mais qu'en tout cas, on en a conscience. Et ça, je trouve que c'est un premier pas indispensable. Et après, voilà, on fait des baby steps et on avance. En tout cas, on arrive progressivement à la fin. Et j'aimerais qu'on prenne le sujet aussi, c'est de se dire, ok, donc c'est génial, donc là, on a voilà, un peu débunké des a priori, mais c'est comment aussi on porte ce sujet-là à la table, notamment un des RH, et puis de deux, on peut le dire au COMEX. Donc aujourd'hui, c'est quand même compliqué de défendre en tout cas des dossiers divers et inclusion, et notamment ces prises de position sur le langage inclusif, puisque ça veut dire qu'on va repenser en tout cas tous les documents en interne, et donc il y a un gros travail de base documentaire à refaire. Aujourd'hui, comment en fait, moi en tant que RH, j'ai envie, je suis sensible, personnellement, l'entreprise peut y être sensible, mais comment j'apporte des arguments à la table du CODIR, à la table du COMEX, en me disant, voilà, il est temps aujourd'hui de s'y mettre. Alors, c'est difficile de répondre à la question de manière générique parce que ça dépend beaucoup de la culture de chaque organisation, évidemment. Mais je pense qu'une bonne piste pour commencer, c'est de faire la démonstration de l'efficacité en fait, de la chose au niveau de l'organisation. Si on est dans la position notamment de RH où on a la main sur la rédaction des offres d'emploi, le site corporate en tout cas sur lequel les candidats et les candidates vont aller, sur les posts LinkedIn de l'organisation, sur les sujets en tout cas du recrutement, on peut déjà commencer à son niveau à faire des tests et à se dire et à montrer en fait, à prouver par A plus B, voilà ce qu'on a fait en fait, et pas forcément en utilisant les formes les plus visibles comme le point médian parce qu'on peut ne pas se sentir à l'aise avec ça, mais on a fait des tests et on a montré que, eh bien là, sur cette offre d'emploi, on avait mis du féminin dans notre titre, on avait mis développeurs et développeuses, pour une fois, on avait beaucoup plus de femmes qui ont candidaté que dans les précédentes offres. On peut s'appuyer évidemment sur l'expertise externe de personnes qui, comme moi, peuvent aider justement à apporter un peu la voix du marché sur ce qui se fait et sur la dimension notamment scientifique, de redire que c'est pas idéologique, mais voilà. Mais je pense que vraiment, faire la preuve que déjà sur un champ spécifique, ça fonctionne, c'est un bon début si on a l'influence et le pouvoir sur, en l'occurrence, la partie recrutement et donc par extension marque employeur.
je pensais important de mobiliser les bons arguments et de se former aussi individuellement en tant que RH sur ce sujet pour être capable de débunker en fait en réunion, en comex, en codir ces mêmes arguments de manière factuelle. Parce qu'encore une fois, c'est pas une question idéologique, c'est une question scientifique, c'est une question de mise en contexte historique, c'est une question d'efficacité. Il faut travailler son discours. Il faut travailler son discours. On peut pas y aller juste. Non. Enfin, tu peux, mais tu prends le risque que ça se passe mal, voilà, parce qu'il y a quand même énormément de travail d'éducation à faire sur ce sujet et beaucoup d'incompréhension. Et moi, je jette pas la pierre aux dirigeants ou aux dirigeantes, parce qu'il y en a aussi qui sont très sceptiques sur le sujet de l'écriture inclusive ou du langage inclusif, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire pour faire comprendre, en fait, que c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. C'est un sujet dont on parle finalement depuis assez peu de temps au regard d'autres sujets. Mais un autre élément que je trouve intéressant, c'est de confronter aussi l'équipe dirigeante à la mise en exécution des valeurs de l'entreprise. Parce que c'est très cool de dire qu'on est une entreprise qui est engagée pour l'égalité femmes-hommes, regardez, on fait plein de trucs, machin, mais on commence pas par la base, qui est les mots qu'on emploie pour parler des femmes. Et on se tire une balle dans le pied si on n'utilise pas le langage inclusif, notamment dans le recrutement. En fonction des contextes d'organisation, on peut avoir des challenges qui sont recruter des femmes, recruter des jeunes, faire de la rétention, ça dépend. On sait qu'il y a des populations qui sont plus ou moins sensibles justement à cette question. Évidemment, plus on est jeune et quand on est une femme, on est plus sensible à ce sujet que quand on est plus âgé ou quand on est un homme. Néanmoins, ça peut être aussi des critères en fonction, encore une fois, de l'organisation qui parlent. Donc de dire, on fait des trucs géniaux pour le 8 mars. Bon, c'est bien de les faire le 8 mars, mais il faut les faire toute l'année. Mais ça, c'est une manière de le faire. Et la dernière chose, qui pour moi est un argument quand même assez massif, c'est que ça coûte pas plus cher. Oui, il y a pas de question de budget. Alors, j'entends qu'il peut y avoir, là on parle d'un outil tech et c'est trop bien justement de pouvoir faire en sorte que le genre utilisé dans le contrat de travail soit le genre auquel s'identifie la personne. Voilà. Ça paraît pas être une solution extrêmement complexe à mettre en œuvre, mais il fallait simplement y penser et le faire, et donc ça c'est super. Mais en vrai, utiliser du langage inclusif plutôt que du langage pas inclusif, ça ne coûte strictement pas plus cher. Donc en termes de ROI, parce qu'on a vu que ça a de l'impact, si vous arrivez à démontrer le ROI, notamment sur les recrutements ou sur la marque employeur en faisant des sondages tout simplement en interne ou même en externe, et dire en fait ça on l'a fait sans que ça nous coûte rien, je pense qu'il y a peu de dirigeants ou de dirigeantes qui diront ah ouais non. Parce que c'est vraiment un sujet, là, le sujet Alors oui, ça peut coûter un peu en formation, ça peut coûter en temps passé éventuellement à revoir des documents, etc. Mais in fine, et comme on est à la fin, je voudrais finir avec ça, in fine, je trouve que ce qui est extrêmement intéressant dans cette question du langage inclusif, c'est qu'on repense les fondamentaux. C'est un impensé, le langage, finalement, dans la plupart des politiques de diversité, d'équité et d'inclusion qu'on a. On est beaucoup sur d'autres sujets qui sont, par exemple, en publicité, qui est mon champ d'expertise, la représentation visuelle, ce qui est très bien, sur les politiques d'accessibilité. Et il faut faire tout ça. Mais en fait, il y a un basique auquel, finalement, on ne pense pas, qui est les mots, qui, encore une fois, ne nécessite pas d'investissement particulier, à part la volonté, en fait, de s'éduquer sur le sujet et le temps qu'on passe à faire des modifications à nos process, etc. Mais le potentiel de transformation de la culture de l'entreprise qu'ont les mots qu'on y emploie, pour moi, il est énorme et il est à ce jour assez inexploité. Donc c'est aussi l'opportunité pour des boîtes de se positionner en précurseuse sur la question du langage inclusif en entreprise. Non, c'est intéressant. Donc c'est vrai que ce qui est important de retenir, c'est que beaucoup d'entreprises aujourd'hui vont vers des politiques ambitieuses d'égalité femmes-hommes, en tout cas se disent comme telles. Et avant de penser à des mesures peut-être impactantes, mais qui prennent du temps, qui prennent de l'énergie, qui prennent de l'argent, revenir à des bases fondamentales comme l'écriture ou le langage inclusif sont déjà des bonnes pratiques qui montrent cette intention pour pouvoir aller plus loin. Après, faut faire les deux. Faut pas juste faire l'un ou l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est que comme le langage inclusif, c'est pas forcément plus d'investissement. Ouais. C'est la condition sine qua non du reste. Je veux pas. Voilà, c'est important de faire les deux. Au niveau juridique, finalement, on a deux éléments. Un, sur les offres d'emploi aujourd'hui, donc tout ce qui est évidemment lié à l'embauche, il y a une règle de principe en droit du travail qui est celle de l'absence de discrimination. Donc on ne peut pas, dans une offre d'emploi, avoir un caractère discriminant. Donc ça veut dire, pour une offre d'embauche, mettre vendeuse pour pouvoir spécifier
un poste de vendeur, ou à l'inverse, quand on va dans une offre indiquer qu'on souhaite un homme, c'est évidemment interdit. Donc voilà, ça c'est sur la discrimination. Ensuite, au niveau légal, finalement, on n'a pas grand-chose sur l'écriture inclusive. On a des circulaires qui n'ont pas vocation obligatoire, qui sont à destination de l'administration. Il y en a une qui date de 2017, qui vise à favoriser l'absence d'écriture inclusive dans les textes légaux, qui sont donc rédigés pour ne pas apporter de complexité. Puis on a une autre circulaire sur l'éducation, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'utilisation d'écriture inclusive par les professeurs, parce que ça serait considéré comme complexe pour les enfants. On a un projet de loi, à l'heure où on vous parle, début avril, qui n'a pas encore été voté et encore moins promulgué, et qui vise à bannir l'écriture inclusive dans l'ensemble des documents légaux obligatoires. Voilà. Donc ça vise quoi? Ça viserait des modes d'emploi pour des appareils ménagers qu'on achèterait. Ça viserait des conditions générales de vente. Et puis, sur le volet droit du travail, ça viserait des contrats de travail, mais également des chartes ou des règlements intérieurs. Alors, comme on l'a dit, attention, en écriture inclusive, tout ne serait pas banni. Évidemment, la féminisation, qui est une règle française qui existe, qui fonctionne très bien, serait autorisée. En revanche, ça viendrait effectivement à bannir tout ce qui est l'utilisation notamment du point médian. Voilà. À suivre dans les semaines à venir.